Merci beaucoup de répondre à nos questions après cette journée consacrée au dossier ukrainien à l'Assemblée nationale. Un débat sans vote était organisé. On va revenir évidemment sur la position de LFI, sur les positions également du Premier ministre François Bayrou qui s'est exprimé en ouverture des débats. Simplement une image qui m'a marqué, qui a sûrement marqué les quelques Français qui auront jeté un œil à ces débats. Il n'y avait pas grand monde dans l'hémicycle cet après-midi. Je sais que vous non plus, Monsieur Le Gall, vous n'étiez pas présent. Cette question ukrainienne ne passionne pas ? Alors, en ce qui me concerne, c'est pas que ça me passionne pas, c'est que j'étais chez vos confrères de C'est ce soir pour enregistrer une émission au même moment sur le même sujet, donc on se partage le travail. Le fait que ce soit un débat sans vote explique aussi peut-être que l'hémicycle n'était pas plein. Mais on parle à l'extérieur, on ne s'adresse pas qu'aux collègues députés. Donc ce qui compte, c'est que ce débat ait eu lieu. Donc un débat, vous saluez tout de même le fait de pouvoir échanger, même si effectivement il n'y avait pas de vote qui était sollicité à l'issue de ces échanges. Non, nous, ça ne nous suffit pas. On a toujours dit qu'on était pour que la politique étrangère française soit beaucoup plus débattue et décidée au Parlement. Après, on fait avec avec le cadre qui est imposé et de fait, beaucoup de choix sur la stratégie en Ukraine et sur d'autres d'ailleurs dossiers de politique étrangère ne font pas l'objet d'une autorisation du Parlement, d'un vote du Parlement. Donc c'est comme ça, c'est la Ve République. Le président décide d'à peu près tout seul. Ça ne nous satisfait pas, mais quand il y a un débat, on y participe évidemment. Dans quel état d'esprit êtes-vous dans les rangs de la France insoumise ? Parce qu'on a un président de la République qui, vous allez évidemment dire ce que vous en pensez, mais qui prend en quelque sorte le leadership en Europe, qui essaie de se poser, disons, en remplacement des États-Unis qui prennent leur distance avec le vieux continent. Vous, dans les troupes de la France insoumise, vous soutenez cette démarche du président de la République ? Non, parce que ce sont des gesticulations. À quoi on assiste depuis 15 jours ? On assiste à des atlantistes, dont fait partie M. Macron, il a toujours été atlantiste, qui sont perdus. Ils sont perdus parce que Donald Trump a explosé le cadre de l'Alliance Atlantique. Mais ils n'arrêtent pas de dire justement que bien cette ère est un peu révolue, qu'il faut penser à l'Europe. Oui, l'atlantisme a l'air d'avoir vécu. C'est ce qu'a même dit M. Bayrou. Nous avons basculé dans un autre monde, mais le problème c'est qu'il bascule dans un autre monde et il garde les mêmes grilles de lecture. Monsieur Macron est allé quémander à Trump un soutien militaire comme si c'était dans les objectifs de Trump. Monsieur Macron, avec ses collègues anglais, allemands, continue à dire qu'il faudra bien envoyer des soldats en Ukraine, mais si les Américains en envoient aussi, ce qui est absurde parce que les Américains n'en enverront pas. Donc on voit bien qu'ils n'ont pas de solution à proposer parce qu'ils n'ont jamais essayé de réfléchir en dehors du cadre atlantiste qui vient d'imploser brutalement, mais c'est pas comme si on n'était pas prévenu. Moi, l'an dernier, à peu près à la même date, à quelques jours près, il y a eu un débat sur l'Ukraine également, et j'avais dit à l'époque, il est urgent que la France fasse tout pour qu'il y ait des négociations politiques et diplomatiques avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard, c'est-à-dire notamment avant que Poutine trouve un interlocuteur en la personne de Trump qui joue son jeu, qui ne reconnaît pas l'intégrité territoriale de l'Ukraine, dont le seul sujet est de sortir un maximum de moyens militaires américains de l'Europe pour les positionner davantage dans le Pacifique. Ça, c'est une tendance longue de la politique étrangère américaine depuis Obama, tout en se payant sur la bête, c'est-à-dire en essayant d'imposer à l'Ukraine un accord, des accords et notamment un accord sur les terres rares, qui serait une véritable mise au pas quasi coloniale de l'Ukraine. Et il fait ça tout en disant aux Européens, débrouillez-vous, mais achetez-nous des armes. Parce que les fameux 5% de dépenses militaires, 5% du PIB consacré aux dépenses militaires qu'ils réclament de la part des Européens, c'est ni plus ni moins qu'un tribut ou une rente, parce que évidemment, la grande majorité des pays européens ne sont pas en situation d'acheter des armes autrement qu'aux États-Unis. La France fait partie des rares pays qui a une indépendance dans le domaine, mais c'est pas le cas des autres. Et donc Trump, il a sa forme de rationalité en faisant cela. C'est pas juste un fou qui dit ce qui lui passe par la tête au moment où ça lui plaît. Il a un plan, il a une forme de cohérence et il est plus qu'urgent d'en prendre acte au lieu de continuer à quémander un maintien de cette relation transatlantique. Voilà, donc il est urgent de se départir de ça, de l'atlantisme. Il est urgent
de comprendre que déjà il y a bien longtemps, quand par exemple le général de Gaulle a fait en sorte que la France et son indépendance ne dépendent pas du parapluie américain en matière de sécurité, développe sa propre doctrine, ses propres matériels de défense. À l'époque, il était déjà accusé d'affaiblir le camp occidental, etc., etc. C'était toutes choses égales par ailleurs, c'était les mêmes termes que maintenant. Donc là, les libéraux comme M. Macron sont perdus. Et regardez, ils disent tout et son contraire. Hier, on était censé avoir une conférence à Londres où les dirigeants européens feraient bloc. Résultat, ce matin, Macron était démenti par la puissance invitante, l'Angleterre, qui expliquait que non, ça n'est pas vrai, on ne s'était pas mis d'accord sur l'idée d'une trêve d'un mois, qu'il fallait pour être très clair, que ce Arnaud soit Le Gall, un cessez-le-feu des Américains. Pour être très clair, Arnaud Le Gall, dans cette situation où effectivement la paix semble être en train d'être négociée entre les États-Unis et la Russie et l'Europe semble inaudible, qu'est-ce qu'il faut faire à la France insoumise? Qu'est-ce que vous appelez à faire dans cette situation? Déjà, on appelle à partir du réel. Mais est-ce que vous appelez à la paix? Est-ce qu'il faut conclure une paix très vite? D'une manière ou d'une autre, oui, il n'y aura pas, nous le disons depuis longtemps, il n'y a pas de solution militaire acceptable à ce conflit. Les Russes ne sont pas en situation d'avancer bien davantage, et heureusement, soit dit en passant. Quant aux Ukrainiens, ils ne pourront pas gagner cette guerre militairement. Donc, il faut des négociations, et des négociations qui ne soient pas une reddition de l'Ukraine. Or, en ayant attendu un maximum et en étant resté dans le déni, ça fait 3 ans qu'on nous explique que la Russie va s'effondrer. Je me rappelle encore de voir M. Bruno Le Maire, quelques semaines après le début de la guerre et de l'invasion inacceptable de l'Ukraine par la Russie, nous expliquer que le paquet de sanctions contre la Russie allait faire s'effondrer son économie, on allait voir ce qu'on allait voir, et puis qu'après, que la Russie était au bord de l'effondrement militaire, etc., etc. Ça fait 3 ans qu'on entend ça. Et c'est pas ce qui se passe sur le terrain. Donc déjà, la première des choses, c'est de partir du réel et de sortir du déni. Ensuite, sauver ce qui peut l'être, c'est-à-dire s'imposer dans le cadre qu'on n'a pas choisi de ces négociations pour tracer des lignes rouges et faire en sorte que le plan de paix qui se profilerait ne soit pas un plan de reddition de l'Ukraine et tienne compte aussi des intérêts sécuritaires de l'Europe. Enfin, excusez-moi de le dire comme ça, mais on n'invente pas une défense européenne comme ça du jour au lendemain. Il y a 27 pays qui sont pas d'accord sur un certain nombre de choses. Il y a des raisons idéologiques. Il y a une extrême droite en Europe, par exemple incarnée par Madame Meloni au pouvoir, qui elle voit finalement d'un assez bon œil l'arrivée de Trump. Et le discours n'a pas été spécialement choqué par le discours du vice-président américain Vance, qui est venu insulter les Européens et leur expliquer que, en gros, sous prétexte qu'on voulait interdire les fake news de Elon Musk en Europe, on était contre la démocratie. On a des pays d'Europe de l'Est qui, eux, n'ont jamais pensé leur défense en dehors du cadre atlantiste et du supposé parapluie américain dont on voit à l'heure actuelle ce qu'il vaut. On a un pays comme l'Allemagne qui dit tout et son contraire, qui à la fois est capable de dire il faut avancer ensemble. Maintenant, la question de l'autonomie stratégique européenne n'est plus un tabou. Et donc, qui, dans le même temps, la défense européenne, et qui en même temps, la défense européenne est une chimère, selon vous, Arnaud Le Gall, c'est ce que vous expliquez, parce que les positions sont trop différentes. Il y a une autre proposition qui émane d'Emmanuel Macron, enfin, du moins, qui ouvre la porte à des discussions sur l'élargissement de la dissuasion nucléaire française aux autres pays européens. Le président du RN, Jordan Bardella, parle d'une trahison nationale, si ça se fait. Vous êtes d'accord avec ce terme, trahison nationale? Non, c'est pas le terme que je disais. Et puis de toute façon, je n'ai pas besoin de prendre des leçons de M. Bardella là-dessus, puisque le RN a dit tout et son contraire sur ce sujet. Puis là, il se révèle désormais atlantiste, parce que comme le visage du président américain et les idées du président américain leur plaisent pas mal finalement, là on a vu que désormais il fallait surtout pas sortir du commandement intégré de l'OTAN, etc. Et ils ont rompu leur ligne sur ce sujet. Ils reviennent à une ligne plus ancienne qui était celle de Jean-Marie Le Pen à l'époque où il disait je suis le Reagan français, et qu'il était très atlantiste et que c'était d'ailleurs un des griefs et un des clivages qu'il y avait entre le Front National et la droite gaulliste. Mais ce que je dirais, c'est que c'est absurde de deux choses l'une. Quand on parle de dissuasion élargie, c'est un vieux débat. Il avait déjà lieu sous Giscard d'Estaing. Soit on dit
que la France est prête à utiliser son arme nucléaire pour défendre un pays européen qui serait attaqué, mais ça veut dire donc qu'on est prêt à dire que que Paris peut être vitrifié, parce qu'il y aurait une frappe en retour, évidemment, pour défendre Varsovie ou je sais pas, ou une autre capitale. Ça ne marche pas comme ça, et les autres partenaires savent très bien que ça ne marche pas comme ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le général de Gaulle était sorti du commandement intégré. L'une des raisons pour lesquelles il était sorti du commandement intégré, c'est qu'il ne croyait pas au parapluie américain et qu'il avait donc voulu que la France se dote de ses propres moyens. Ou alors, on sait que c'est du vent, et ça, c'est un manque de respect total pour nos partenaires de leur faire croire qu'ils bénéficieraient de la dissuasion française, alors que le moment venu, on ne serait pas bien sûr de s'en servir parce que nos intérêts vitaux ne seraient pas en jeu, et qu'il faut savoir ce que ça veut dire utiliser la dissuasion nucléaire. C'est une arme posthume pour la France. Hein. Arnaud Legal, je rappelle que vous êtes député à la France Insoumise du Val d'Oise. Je voudrais qu'on revienne ensemble sur les propos de Rima Hassan, qui qualifiait jeudi dernier l'action du Hamas, je cite, de légitime du point de vue du droit international. Elle fait l'objet d'un nouveau signalement pour apologie du terrorisme. Est-ce que Rima Hassan devient gênante pour la France Insoumise ? Non. D'abord, je vous rappelle que ces propos, vous n'avez pas de problème avec ? Ces propos ont été isolés. Elle rappelle immédiatement et dans la foulée que ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre, ce sont des crimes de guerre, que ça n'est pas légal. Mais qualifie le Hamas de légitime du point de vue du droit international. Les propos sont là. Moi, je n'invente absolument rien. Vous partagez par exemple ce point de vue ? Ce qu'elle a rappelé tout simplement, c'est qu'il y a une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU de 1973 qui rappelle que des territoires internationalement reconnus comme ceux de la Palestine étaient colonisés. Je ne parle pas de l'État d'Israël, je parle bien de la Cisjordanie et de Gaza, et que dans ce cadre-là, le peuple palestinien a le droit de se défendre. Voilà, c'est tout. Mais en aucun cas, ça veut dire qu'il y a droit d'aller massacrer des civils sur le territoire israélien, comme ça a été fait le 7 octobre. Et Rima Hassan a très bien rappelé que ça, c'était des crimes de guerre. Voilà. Alors, deux ministres du gouvernement Bayrou, après ces propos, François-Noël Buffet et Patrick Mignola, ont évoqué une éventuelle déchéance de la nationalité française de Rima Hassan. Jean-Luc Mélenchon voit dans ses positions, je cite, une ère de persécution raciste officielle de type pétiniste. Pourtant, à aucun moment dans les propos des deux ministres, il est question des origines de Rima Hassan. Non, mais on revient toujours sur les mêmes trucs. C'est la recherche de l'ennemi intérieur, de l'islamo-gauchiste, etc., etc. Vous savez, il y a une grande continuité dans l'histoire. C'est les mêmes mots que l'OAS utilisait contre De Gaulle quand ils ont essayé d'assassiner le général De Gaulle, parce qu'ils n'ont jamais accepté qu'il concède l'indépendance à l'Algérie. Ils ont expliqué qu'il était islamo-marxiste, on disait à l'époque. C'était plus raffiné qu'islamo-gauchiste. Vous pourrez aller regarder, c'était dans les attendus du procès du cerveau de cet attentat manqué contre le général de Gaulle. Donc c'est des vieilles rengaines de la droite non-gaulliste. Pour le reste, écoutez, c'est absurde, des chances de nationalité. Oui, c'est une dérive énorme. Et puis dans le même temps, vous avez des gens qui tous les jours peuvent tenir des propos racistes, qui peuvent légitimer le nettoyage ethnique et une guerre qualifiée de génocidaire par la Cour internationale de justice, sans que ça pose de problème, sans que ce soit signalé, pour apologie de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, voire, si on écoute la Cour internationale de justice, de crimes de génocide. Donc il y a un deux poids deux mesures qui est délirant et qui est très inquiétant pour la question des libertés publiques dans notre pays.